Un cri de rage déchire la nuit marseillaise. Un homme noir, symbole de succès, est-il condamné à être brisé par le racisme? Dans les rues vibrantes de Marseille, Antoine L'Ombre Dubois, un agent de la DGSE de 42 ans, fait rugir sa Bugatti Chiron, un éclat de triomphe forgé par des années de lutte. Ce soir, il s'arrête au Le Mistral d'Or, un restaurant huppé du Vieux-Port où les regards admiratifs se mêlent à des murmures méprisants. Sa peau noire, son costume sur mesure et sa voiture de luxe attirent tant l'attention malsaine de Lucien Morel, un policier local rongé par la jalousie et le racisme. Un noir avec une telle bagnole, ça sent le trafic, lance Lucien, sa voix dégoulinante de mépris, devant une foule silencieuse. Il exige les papiers d'Antoine, mais ce n'est qu'un prétexte pour l'humilier. Les passants chuchotent, certains ricanent, amplifiant l'injustice. Antoine, le regard brûlant de colère contenue, refuse de plier. « Vous n'avez aucun droit de me parler ainsi », rétorque-t-il, la voix tremblante de fureur. Lucien, piqué au vif, s'avance, son badge brandi comme une arme, et crache. « Reste à ta place, toi !» La tension est électrique, prête à exploser. Antoine, conscient des regards hostiles, sent la rage monter. Pourquoi, en 2025, doit-il encore prouver sa valeur à cause de sa couleur de peau? Cette confrontation n'est que le début d'une bataille où l'injustice raciale menace de tout engloutir. Avant de plonger dans cette histoire explosive, si vous vibrez pour les récits de justice et de combat contre l'injustice, tapez 1 en commentaire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Si vous n'aimez pas, un petit like nous fera plaisir quand même. Restez jusqu'à la fin, une révélation choc vous attend, et partagez cette vidéo pour réveiller les consciences. Sous les néons vacillants d'un bar clandestin des quartiers nord de Marseille, l'air est saturé d'une odeur âcre de tabac froid et de pastis renversés. Lucien Morel, le policier déchu par l'humiliation publique, est assis dans un coin sombre, ses doigts crispés autour d'un verre à moitié vide. Ses yeux, injectés de sang, brillent d'une fureur contenue, comme un volcan prêt à exploser. Chaque gorgée d'alcool ravive le souvenir cuisant de sa confrontation avec Antoine, L'Ombre Dubois, cet agent de la DGSE qui, par sa simple existence, a osé défier son autorité. « Un noir qui me fait plier devant tout le monde ?» marmonne-t-il, la voix rauque, ces mots empoisonnés par une haine viscérale. Les clients du bar, habitués aux murmures de complot, jettent des regards furtifs, mais aucun n'ose s'approcher. Lucien, lui, ne voit qu'une chose. Le visage d'Antoine, calme et inébranlable, qui a transformé son badge en une arme dérisoire. La rage de Lucien n'est pas seulement personnelle, elle est ancrée dans un racisme profond, une conviction qu'un homme comme Antoine ne mérite ni richesse ni respect. Dans son esprit tordu, la Bugatti Chiron d'Antoine n'est pas le fruit d'un travail acharné, mais une provocation, un affront à l'ordre qu'il croit défendre. Il pense qu'il peut se pavaner à Marseille, jouer les héros, siffle-t-il, frappant la table d'un poing rageur, faisant trembler les verres. Le patron du bar, un homme trapu nommé Marcel, s'approche, méfiant. « Calme-toi, Lucien, tu fais peur aux clients. » Mais Lucien l'ignore, son regard perdu dans un abîme de vengeance. Il sort son téléphone et compose un numéro, sa voix devenant un chuchotement menaçant. « Gaston, Rémi, venez, on a du boulot. » Quelques heures plus tard, dans une ruelle étroite près de la Canebière, Lucien retrouve ses complices, Gaston et Rémi, deux officiers aussi corrompus que lui, prêts à tout pour une part de pouvoir. Sous la lumière blafarde d'un réverbère, ils forment un trio sinistre, leurs ombres s'étirant comme des spectres sur les murs graffités. Gaston, un colosse au visage marqué par une cicatrice, ricane. « Alors, ce noir t'a mis à terre? T'es sûr que c'est pas juste ton ego qui saigne ?» Lucien le foudroie du regard, ses narines frémissant de colère. « Ferme-la, ce type m'a humilié devant tout Marseille. Il va payer, et cher. » Rémi, plus calculateur, allume une cigarette, la flamme éclairant brièvement ses yeux froids. « On fait quoi, alors ?»« Une amende bidon, c'est pas assez. » Lucien esquisse un sourire cruel, ses dents brillant sous la lumière. « On va le briser. » Pas juste lui, mais tout ce qu'il représente. Le plan prend forme dans l'obscurité de la ruelle, chaque mot chargé d'une malveillance croissante. Lucien, galvanisé par sa haine, propose de surveiller Antoine, d'étudier ses moindres faits et gestes. Il va souvent au café de la mer, près du Vieux-Port, explique-t-il.
déroulant une carte froissée sur le capot d'une voiture volée. Il se croit intouchable, mais on va le coincer. Gaston hoche la tête, excité par la perspective d'une chasse. Rémi, plus prudent, fronce les sourcils. C'est un agent de la DGSE, Lucien. S'il disparaît, ça va attirer l'attention. Mais Lucien balaie l'objection d'un geste dédaigneux. Personne ne cherchera un type comme lui. Les gens comme nous, on décide qui compte. Pour pimenter leur traque, Lucien ajoute une touche macabre. Ils ne se contenteront pas de frapper Antoine. Ils veulent l'humilier publiquement, comme il l'a fait avec Lucien. Une idée germe dans son esprit tordu. Filmer l'attaque et la diffuser anonymement sur les réseaux sociaux, accompagnée de messages racistes pour salir la réputation d'Antoine. On montrera à Marseille que les Noirs comme lui n'ont pas leur place ici, déclare-t-il, sa voix tremblante d'une jubilation malsaine. Gaston éclate d'un rire gras, tandis que Rémi, bien que réticent, acquiesce, attiré par l'idée de pouvoir. Ils se mettent d'accord. Dans 3 jours, ils passeront à l'action, profitant d'une nuit sans lune pour tendre leur piège. Les jours suivants, Lucien devient une ombre dans la vie d'Antoine. Il le suit à distance, notant chaque détail. L'heure à laquelle il quitte son appartement du Panier, les regards qu'il échange avec les serveurs du Café de la Mer, la façon dont il marche, droit et fier, comme s'il défiait le monde entier. Chaque observation alimente la rage de Lucien, qui voit en Antoine tout ce qu'il méprise. Un homme noir qui a réussi, qui ose exister sans baisser les yeux. Il se prend pour qui ? Murmure-t-il un soir, caché dans une voiture banalisée, regardant Antoine rire avec un ami à la terrasse d'un bistrot. La jalousie et le racisme se mêlent dans son cœur, formant un cocktail explosif. Le 3e soir, tout est prêt. Lucien, Gaston et Rémi se postent près du Café de la Mer, armés de matraques et de menottes volées. L'adrénaline pulse dans leurs veines, amplifiée par l'alcool qu'ils ont partagé pour se donner du courage. Lucien, le visage déformé par la haine, serre les poings. Ce soir, il tombe, grogne-t-il, ses mots résonnant comme un serment. Dans son esprit, ce n'est pas seulement Antoine qu'il veut détruire, mais tout ce qu'il symbolise. L'idée qu'un homme noir puisse être plus fort, plus légitime que lui. La nuit s'épaissit et le piège est sur le point de se refermer. Alors que la nuit marseillaise s'épaissit, engloutissant les ruelles étroites dans un silence oppressant, Lucien Morel et ses complices, Gaston et Rémi, peaufinent leur plan dans l'ombre d'un garage désaffecté près du port de l'Estaque. L'odeur d'huile rance et de métal rouillé sature l'air, mais c'est la fureur de Lucien qui domine. Une tempête de haine qui fait trembler ses mains tandis qu'il déplie une carte annotée des déplacements d'Antoine, l'ombre, Dubois. Chaque point marqué, le Café de la Mer, le marché de Noailles, l'appartement du Panier, est une blessure dans son orgueil, un rappel de l'humiliation infligée par cet homme noir qui a osé le défier. Ce soir, il tombe, murmure Lucien, ses mots tranchants comme une lame, ses yeux brillants d'une rage dévorante. La promesse d'une vengeance imminente plane, mais aucun d'eux ne peut prévoir la violence qui va bientôt éclater, ni le prix qu'ils devront payer pour avoir sous-estimé un agent de la DGSE. Dans ce garage lugubre, éclairé par une ampoule vacillante, Lucien distribue les rôles avec une précision militaire. Gaston, le colosse au regard vide, sera chargé de l'attaque physique, ses poings massifs prêts à broyer. Rémi, le cerveau du trio, ajuste une caméra GoPro volée destinée à capturer chaque instant de l'humiliation d'Antoine. On va le filmer, le briser et balancer la vidéo sur le dark web, explique Lucien, un rictus cruel déformant son visage. Marseille verra que les types comme lui ne gagnent jamais. La haine raciale qui l'anime est palpable, nourrie par des années de préjugés partagés dans les vestiaires du commissariat, où les blagues sur les Noirs qui se prennent pour des rois étaient une monnaie courante. Pour Lucien, Antoine n'est pas seulement un ennemi personnel. Il est le symbole d'un monde qu'il refuse. Un monde où un homme noir peut marcher la tête haute, conduire une Bugatti et porter un badge de la DGSE. Leur plan est audacieux, presque suicidaire. Tendre une embuscade à Antoine lors de sa sortie hebdomadaire du Bistrot des Artistes, un lieu prisé des élites marseillaises où il dîne seul chaque vendredi. Lucien sait que l'endroit, niché dans une ruelle discrète près de la Joliette, est parfait pour frapper sans témoin. Mais pour pimenter leur vengeance, ils décident d'ajouter une provocation. Avant l'attaque, Rémi piratera le système de sécurité du bistrot pour diffuser un message raciste sur les écrans de la salle, accusant Antoine de fraude. Ça le déstabilisera, ricane Lucien,
savourant l'idée de voir Antoine humilié devant les clients huppés. Gaston, excité, frappe son poing dans sa paume. Il va regretter d'être né. Rémi, plus prudent, fronce les sourcils. Et s'il réagit? C'est pas un civil lambda. Lucien le coupe, sa voix tremblante de fureur. Il réagira pas. On sera trop rapide. Les jours précédant l'attaque, Lucien intensifie sa traque. Il suit Antoine à vélo, se fondant dans la foule des quais, notant chaque détail. La façon dont Antoine salue les commerçants, son habitude de vérifier ses arrières, son regard perçant qui semble toujours anticiper le danger. Chaque observation alimente la rage de Lucien, mais aussi une pointe d'inquiétude qu'il refuse d'admettre. « Il est bon », murmure-t-il un soir, observant Antoine depuis une planque. Mais pas assez. Pour accentuer la pression, il envoie un message anonyme à Antoine via un burner phone. « Ta place est dans la boue, pas dans une Bugatti. » Le message, chargé de venin raciste, est conçu pour le déstabiliser, mais Antoine, fidèle à son surnom « l'ombre », ne montre aucun signe de faiblesse. Le vendredi soir, l'air est lourd d'une chaleur étouffante. Les rues de la Joliette bourdonnent d'activité, mais la ruelle du bistrot des artistes est étrangement silencieuse. Lucien, Gaston et Rémi se positionnent, leurs silhouettes masquées par des capuches. À l'intérieur, Antoine savoure un verre de bandol, inconscient du piège qui se referme. Soudain, les écrans du restaurant s'allument, affichant en lettres rouges « Antoine Dubois, voleur et imposteur ». Les clients murmurent, certains lancent des regards hostiles. Antoine se fige, son instinct de DGSE en alerte. Il comprend instant-li qu'il est ciblé. Se levant calmement, il glisse une main vers son arme dissimulée, mais avant qu'il ne puisse quitter la salle, Lucien et Gaston surgissent par l'entrée de service, bloquant la sortie. « Alors, l'ombre, on fait moins le malin ?» hurle Lucien, sa matraque brandie, ses yeux brûlants de haine. La foule s'écarte, terrifiée, tandis que Rémi filme, un sourire narquois aux lèvres. Antoine, acculé, garde son sang-froid, mais la colère monte en lui. « Vous voulez un spectacle ?» rétorque-t-il, sa voix glaciale. « Vous allez le regretter. » En un éclair, il esquive un coup de Gaston, ripostant d'un crochet précis qui fait vaciller le colosse. Mais Lucien, galvanisé par sa fureur, charge, frappant Antoine à la tempe avec sa matraque. Le choc est brutal, et Antoine s'effondre, du sang coulant sur son visage. La foule, paralysée, assiste à l'horreur, certains chuchotant des insultes racistes, amplifiant l'injustice. Gaston et Rémi immobilisent Antoine, le traînant vers une camionnette garée à l'arrière. Lucien, haletant, crache sur lui. « T'es rien, juste un sale noir qui a cru pouvoir nous défier. » Il le jette dans le coffre, ses poignets menottés, son corps meurtri. La camionnette démarre, filant vers le port de Fos-sur-Mer, où un cargo attend pour l'emmener loin de Marseille. Dans l'obscurité du coffre, Antoine, à peine conscient, sent la rage pulser dans ses veines. Il sait que ce n'est pas la fin. Lucien pense avoir gagné, mais il ignore qu'il vient de réveiller un prédateur. La vengeance d'Antoine, quand elle viendra, sera implacable. L'aube se lève sur le port de Fos-sur-Mer, où le cargo rouillé qui emporte Antoine, l'ombre. Dubois s'éloigne des côtes marseillaises, englouti par un horizon gris et menaçant. À l'intérieur, dans une cale humide et nauséabonde, Antoine, le corps meurtri par l'embuscade brutale de Lucien Morel et de ses complices, reprend lentement conscience. Le goût métallique du sang emplit sa bouche, ses poignets sont lacérés par les menottes et chaque respiration ravive la douleur d'une côte fêlée. Mais ce n'est pas la souffrance physique qui alimente la tempête en lui, c'est la rage, une fureur incandescente contre l'injustice raciale qui l'a conduit ici. Enfermé dans cette prison flottante, Antoine jure en silence que Lucien paiera pour chaque coup, chaque insulte, chaque regard méprisant. Pourtant, loin de Marseille, sur une île oubliée de Madagascar, un enfer bien pire l'attend, où la haine de Lucien prendra une forme encore plus monstrueuse. Dans l'obscurité suffocante de la cale, Antoine est traîné par deux matelots malgaches aux ordres d'un contrebandier français, un homme au visage buriné nommé Pascal. « Bouge, le noir !» aboie-t-il, son accent provençal chargé de mépris. Les chaînes aux pieds d'Antoine raclent le sol métallique, chaque pas un supplice. Pascal, payé grassement par Lucien, ne cache pas son dédain. « Ton genre, on l'aime pas ici !» ricane-t-il, frappant Antoine au flanc avec une barre de fer.
La douleur explose, mais Antoine serre les dents, son regard brûlant de défi. Il refuse de leur donner la satisfaction de le voir plier. Après des heures de navigation, le cargo accoste une île isolée, un rocher battu par les vagues où se dresse une prison clandestine, un vestige colonial transformé en enfer pour ceux que le monde veut oublier. La prison, surnommée l'Abîme par ses détenus, est un labyrinthe de béton moisi où l'humidité ronge les murs et les cris des prisonniers résonnent comme des spectres. Antoine est jeté dans une cellule exiguë, à peine plus grande qu'un cercueil, où une odeur de pourriture sature l'air. Les gardiens, des brutes armés de matraques électriques, le dévisagent avec un mélange de curiosité et de haine. Un Français noir qui joue les espions s'esclaffe l'un d'eux, un colosse nommé Rakoto, en lui arrachant sa chemise déchirée. Ici, t'es rien. Ils le forcent à se tenir debout, nu, sous un jet d'eau glacée, riant de ses frissons. Chaque insulte raciste, singe, sale race, est une lame qui s'enfonce dans l'âme d'Antoine, mais sa colère grandit, une force brute qui le maintient en vie. Pour intensifier son calvaire, les gardiens inventent un rituel cruel. Chaque matin, Antoine est traîné dans une cour intérieure, où il doit ramper sous des barbelés pendant que Rakoto et ses hommes le fouettent avec des cordes trempées dans du sel. La foule de détenus, brisée par la peur, observe en silence, mais certains murmurent des encouragements secrets, touchés par la résilience d'Antoine. Une nuit, un gardien corrompu, payé par Lucien, glisse une photo dans sa cellule. Une image de sa Bugatti incendiée sur un terrain vague de Marseille, accompagnée d'un mot. « Ton monde brûle ». La vue de ce symbole de sa réussite réduit en cendres fait bouillir le sang d'Antoine. Il froisse la photo, ses poings tremblants de rage. « Vous ne me briserez pas », murmure-t-il, sa voix un grondement sourd. Les jours se fondent en un cauchemar sans fin. La nourriture, un gruau infesté de vers, est à peine comestible, et l'eau croupie lui tord les entrailles. Les gardiens, s'amusant de sa souffrance, le soumettent à des interrogatoires simulés où ils exigent qu'il avoue des crimes imaginaires. « Dis que t'as volé ta voiture, que t'es un trafiquant !» hurle Rakoto, électrocutant Antoine avec une matraque. Chaque choc électrique est une torture, mais Antoine refuse de céder, crachant du sang plutôt que des mensonges. Sa résistance, cependant, attire l'attention d'un détenu, un ancien pêcheur malgache nommé Tiana, qui glisse discrètement un bout de pain sous sa porte. « Tiens bon frère », chuchote-t-il, risquant sa vie pour ce geste. Pour ajouter une couche de terreur, Lucien, depuis Marseille, envoie des instructions pour intensifier le supplice. Un soir, Antoine est traîné dans une salle souterraine, où un projecteur diffuse une vidéo enregistrée par Lucien. Sur l'écran, le policier, un sourire narquois aux lèvres, s'adresse à lui. « T'es fini, l'ombre. Personne ne viendra te chercher. Marseille t'a oublié. » La vidéo montre des extraits de la fausse campagne médiatique lancée par Lucien, accusant Antoine de corruption et de trahison. La rage d'Antoine explose. Il se jette contre les chaînes, hurlant des insultes jusqu'à ce que sa voix s'éteigne. Les gardiens rient, mais dans leurs yeux, une lueur d'inquiétude. Cet homme, même brisé, reste dangereux. Malgré la torture, Antoine s'accroche à sa colère comme à une bouée. Chaque coup, chaque insulte raciste renforce sa détermination. Il observe les routines des gardiens, mémorise leurs failles. Rakoto boit trop de rhum artisanal, un autre gardien, plus jeune, semble hésiter face aux ordres cruels. Ces détails, aussi infimes soient-ils, sont des armes pour Antoine. Dans l'obscurité de sa cellule, il grave des plans d'évasion sur le mur avec un éclat de pierre, jurant de retourner à Marseille pour faire tomber Lucien. « Vous avez réveillé un monstre », pense-t-il, son cœur battant au rythme d'une vengeance inéluctable. À Marseille, alors que la prison clandestine de Madagascar engloutit Antoine l'ombre, du bois dans un abîme de souffrance, le soleil brûlant du vieux port dissimule une agitation fébrile au siège de la DGSE. Dans une salle sécurisée, où les écrans diffusent des cartes satellites et des flux de vidéosurveillance, Claire Beaumont et Thierry Laurent, collègues et amis d'Antoine, scrutent chaque indice avec une rage contenue. L'absence d'Antoine, ce frère d'armes dont la présence imposante manque cruellement, alimente leur détermination. Chaque heure sans nouvelles est une insulte, un rappel de l'injustice raciale qui a permis à Lucien Morel de l'arracher à leur monde. « Il est vivant », murmure Claire, ses doigts crispés sur une photo d'Antoine, son regard brûlant de colère contre un système qui tolère de tels crimes. Leur quête pour le retrouver devient une croisade.
Un défi lancé à la corruption et à la haine qui ont exilé leurs camarades. Dans cette salle étouffante, où l'odeur du café froid se mêle à celle des dossiers empilés, Claire et Thierry passent au crible les dernières traces d'Antoine. Une caméra du port de Fos-sur-Mer a capturé une camionnette suspecte la nuit de sa disparition. Et un informateur portuaire a mentionné un cargo loué par un certain Pascal, un nom lié à Lucien. Ce chien a tout orchestré, gronde Thierry, frappant la table, ses yeux rougis par des nuits sans sommeil. Leur indignation est amplifiée par les rumeurs qui circulent dans Marseille. Des articles anonymes, orchestrés par Lucien, salisent la réputation d'Antoine, le peignant comme un traître et un criminel. Ces calomnies, chargées de sous-entendus racistes, font bouillir leur sang. Ils veulent l'effacer, le réduire à un cliché, siffle Claire, sa voix tremblante de fureur. Mais on ne les laissera pas faire. Leur enquête prend une tournure audacieuse lorsqu'ils recrutent un hacker marseillais, un jeune surnommé le Mistral, pour infiltrer les communications de Lucien. Dans un cybercafé des quartiers nord, sous le grondement des scooters et l'éclat des néons, le Mistral décrypte un échange codé entre Lucien et Pascal, révélant une transaction pour un colis envoyé à Madagascar. Une prison clandestine, murmure-t-il, projetant une carte satellite d'une île isolée. L'image granuleuse d'un complexe fortifié ravive la rage de Claire. Ils l'ont envoyé dans un trou où personne ne regarde, dit-elle, ses poings serrés. Pour confirmer, il contacte un ancien agent de la DGSE basé à Antananarivo, qui parle d'une rumeur locale. Un camp secret où des prisonniers gênants disparaissent. Chaque mot est un coup de poignard, mais aussi un carburant pour leur mission. Pour intensifier leur traque, Claire et Thierry s'aventurent dans les bas-fonds de Marseille, interrogeant des dockers et des contrebandiers dans des bars enfumés du Panier. Une nuit, dans un bouge nommé l'Ancre Noire, un marin ivre lâche un détail crucial. Pascal a embarqué un type menotté, sous la menace de Lucien. Il riait, disait là que le noir ne reverrait jamais la France, marmonne-t-il, évitant le regard de Thierry. Cette révélation déclenche une explosion de colère. Thierry saisit l'homme par le col, hurlant « Où est-il? Parle, ou je te brise !» Claire, plus froide mais tout aussi furieuse, le retient. On a ce qu'il faut. On bouge. Leur indignation face à l'injustice raciale qui a permis ce crime les pousse à agir au-delà des protocoles, risquant leur carrière pour sauver Antoine. Leur enquête atteint un point critique lorsqu'ils interceptent une communication de Lucien, ordonnant à Pascal de accentuer la pression sur le prisonnier. La voix de Lucien, enregistrée par le Mistral, est un mélange de sadisme et de mépris. Faites-lui regretter d'avoir croisé mon chemin. Cette preuve, bien que glaçante, galvanise Claire et Thierry. Ils montent un dossier pour convaincre leur supérieur, le commandant Roche, d'autoriser une opération à Madagascar. Mais Roche, un bureaucrate prudent, hésite. Sans preuve formelle, on ne peut pas intervenir à l'étranger, déclare-t-il, provoquant la fureur de Claire. Preuve formelle? Explose-t-elle, jetant le dossier sur son bureau. Antoine est en train de crever à cause d'un flic raciste, et vous parlez de paperasse? Thierry, les mâchoires serrées, ajoute « Si c'était vous, il serait déjà sauvé. » Pour contourner la bureaucratie, Claire et Thierry décident d'agir en secret. Ils mobilisent un réseau d'alliés loyaux au sein de la DGSE, des agents qui, comme eux, refusent de laisser Antoine être sacrifié à la haine. Une nuit, dans un hangar désaffecté près de l'aéroport de Marignane, ils planifient une opération clandestine. « On va à Madagascar, avec ou sans Roche », déclare Thierry, sa voix un grondement de défi. Claire acquiesce, brandissant une photo satellite de l'île. Lucien pense qu'il a gagné, mais il ne connaît pas Antoine, ni nous. Leur rage, alimentée par l'injustice et la fraternité, devient une arme, une promesse de ramener leur ami ou de faire tomber ceux qui l'ont condamné. Leur détermination est mise à l'épreuve lorsqu'un informateur les avertit que Lucien surveille leurs mouvements, craignant une contre-attaque. Une voiture suspecte rôde près du QG de la DGSE et un message anonyme arrive sur le portable de Claire. « Laissez tomber, ou vous finirez comme lui. » Loin de les intimider, cette menace attise leur colère. « Ils veulent nous faire peur », siffle Thierry, écrasant le message sous son talon. « Qu'ils viennent !» Claire, plus stratégique, propose d'utiliser la peur de Lucien contre lui. Ils diffusent une fausse information, suggérant qu'Antoine a été localisé pour le pousser à commettre une erreur. Leur jeu devient un duel, une course contre la montre pour sauver un homme que Marseille a trahi.
Alors que les vagues déferlent sur les côtes déchiquetées de Madagascar, engloutissant l'île prison où Antoine, l'ombre, Dubois lutte pour survivre, une lueur d'espoir perce l'obscurité. Dans l'enceinte suffocante de l'abîme, où l'odeur de moisissure et les cris des détenus saturent l'air, Antoine, le corps marqué par les tortures, s'accroche à sa rage comme à une arme. Chaque insulte raciste, chaque coup de matraque électrique alimente sa détermination à s'échapper et à faire payer Lucien Morel. Mais c'est dans les ombres de cette forteresse maudite qu'il trouve des alliés inattendus. Amara, une Ita pleine de compassion, et Idriss, un gardien tourmenté par sa conscience. Leur aide, risquée et fragile, devient la clé d'une évasion audacieuse, un défi lancé à l'injustice qui a enchaîné Antoine à ce cauchemar. Dans la pénombre d'une cellule où la lumière du jour n'est qu'un souvenir, Antoine, le visage tuméfié, observe Amara alors qu'elle glisse un bandage sous sa porte, ses mains tremblantes trahissant sa peur. « Pourquoi m'aides-tu » murmure-t-il, sa voix rauque mais vibrante de colère contenue. Amara, les yeux baissés, répond dans un souffle. « Parce que ce qu'ils te font, c'est mal. Ta peau ne devrait pas être une sentence. » Ces mots, simples mais lourds, ravivaient la fureur d'Antoine contre un monde qui le juge pour sa couleur. Amara, une malgache éduquée à Antananarivo, a vu trop d'injustice dans cette prison, où les détenus noirs sont traités comme des bêtes. Elle déteste cet endroit, mais craint pour sa famille, si elle désobéit. Pourtant, la résilience d'Antoine, son refus de plier face aux gardiens, l'inspire à agir. Idriss, un gardien taciturne au regard hanté, est plus difficile à convaincre. Lors d'une ronde nocturne, alors que les autres gardiens s'enivrent au rhum artisanal, il s'arrête devant la cellule d'Antoine. « Tu es DGSE, c'est vrai » demande-t-il, sa voix mêlant doute et curiosité. Antoine, sentant une brèche, fixe Idriss avec une intensité brûlante. « Oui, et je vais sortir d'ici pour détruire ceux qui m'ont envoyé dans ce trou. Tu peux m'aider ou rester complice. » La colère dans ses mots, amplifiée par des mois de souffrance, ébranle Idriss. Ce dernier, un ancien soldat malgache forcé de travailler pour les geôliers par chantage, lutte avec sa loyauté. Mais les insultes racistes des gardiens envers Antoine, qu'il entend chaque jour, fissurent ses défenses. Pour ajouter une tension dramatique, Antoine découvre un complot au sein de la prison. Rakoto, le gardien sadique, prévoit de le vendre à un réseau de trafiquants pour une somme exorbitante, sur ordre de Lucien. Une nuit, alors qu'il est traîné dans une salle d'interrogatoire, Rakoto ricane. « Ton flic de Marseille veut te voir mort, mais pas avant qu'on ait pressé tout ce qu'on peut de toi. » Ces mots, comme un poignard, attisent la rage d'Antoine. Il se jure de transformer cette trahison en opportunité. Lors d'un transfert risqué vers une autre cellule, il feint un évanouissement, obligeant Idriss à le porter. Dans un moment d'inattention, Antoine murmure « La prochaine fois, laisse la porte ouverte. » Idriss, troublé, ne répond pas, mais ses yeux trahissent un conflit intérieur. Le plan d'évasion prend forme dans l'ombre. Amara, usant de son accès aux clés, vole un passe-partout dans la salle des gardiens, risquant tout. Idriss, après une nuit de tourments, accepte de désactiver une caméra cruciale dans le couloir menant à un tunnel de maintenance abandonné, un vestige des colons français. Ce tunnel, envahi par les racines et l'humidité, mène à une crique où un bateau de pêche, promis par un cousin d'Amara, attend. Mais le danger est partout. Un gardien, soupçonnant Amara, commence à la suivre, et Rakoto renforce les patrouilles, sentant une menace. La tension monte à chaque instant, chaque regard échangé entre Antoine, Amara et Idriss chargé d'une urgence vitale. La nuit de l'évasion, une tempête s'abat sur l'île, les éclairs illuminant les murs de l'abîme, comme des présages. Amara, le cœur battant, ouvre la cellule d'Antoine, ses doigts glissant sur la serrure. « Vite !» chuchote-t-elle, lui tendant un couteau artisanal. Antoine, affaibli mais galvanisé par la rage, suit, chaque pas ravivant sa douleur. Idriss, posté au bout du couloir, détourne un gardien en simulant une bagarre. Mais alors qu'ils atteignent le tunnel, un cri retentit. Rakoto, alerté par un traître, surgit avec 2 sbires. « Vous pensiez m'échapper, le noir » hurle-t-il, sa matraque électrique crépitant. Antoine, dans un élan de fureur, se jette sur lui, poignardant son bras avant de l'assommer. Le combat est bref mais brutal, le sang tachant le sol. Amara et Idriss,
terrifiés mais déterminés, guident Antoine à travers le tunnel, l'eau s'infiltrant jusqu'aux genoux. À la crique, le bateau tangue sous la tempête, son pilote, un pêcheur nommé Solo, leur faisant signe frénétiquement. Alors qu'ils embarquent, des coups de feu éclatent. Les gardiens, alertés, tirent depuis la falaise. Antoine, protégeant Amara, riposte avec une arme volée à Rakoto, touchant un poursuivant. Le bateau s'éloigne, ballotté par les vagues, tandis que les cris des gardiens s'évanouissent dans la nuit. Dans l'obscurité, Antoine, trempé et blessé, serre les poings, sa colère intacte. Lucien, tu ne m'as pas brisé, murmure-t-il, ses yeux fixant l'horizon, prêt à retourner à Marseille pour sa vengeance. Alors que le bateau de pêche s'éloigne des côtes tumultueuses de Madagascar, emportant Antoine, l'ombre, Dubois, Amara et Idriss dans une fuite désespérée sous la tempête, Marseille s'éveille sous un ciel gris, ignorant le retour imminent d'un homme consumé par la vengeance. Dans les ruelles sinueuses du Panier, où les odeurs de pain frais se mêlent à celles du sel marin, Antoine, après un voyage clandestin à bord d'un cargo de contrebande, pose enfin le pied sur le sol français. Son corps, marqué par les tortures de l'abîme, tremble encore. Mais ses yeux brûlant d'une rage inextinguible, une fureur dirigée contre Lucien Morel, l'architecte de son calvaire. Chaque pas dans cette ville, autrefois son foyer, ravive l'injustice raciale qu'il a endurée. Et il jure que Lucien paiera pour chaque insulte, chaque coup, chaque seconde d'humiliation. Ce retour marque le début d'une chasse implacable, où la justice d'Antoine ne connaît ni pitié ni repos. Dans un appartement sécurisé près de la Canebière, prêté par un contact de la DGSE, Antoine retrouve Claire Beaumont et Thierry Laurent, ses camarades dont la loyauté l'a soutenu dans l'ombre. L'atmosphère est lourde, saturée de colère et de détermination. Claire, en le voyant amaigri et couvert de cicatrices, étouffe un cri, ses poings crispés de rage contre ceux qui l'ont brisé. « Lucien va crever pour ça », gronde-t-elle, sa voix tremblante d'indignation. Thierry, plus stoïque mais tout aussi furieux, pose une main sur l'épaule d'Antoine. « On a tout préparé. Ce chien ne s'échappera pas. » Leur réunion est un serment silencieux, faire tomber Lucien et son réseau corrompu, non seulement pour Antoine, mais pour toutes les victimes de sa haine raciste. Antoine, malgré la fatigue, prend les rênes de l'opération. Ces mois de captivité ont aiguisé son instinct, transformant sa colère en une arme précise. Il expose un plan audacieux. Frapper Lucien là où il se croit intouchable, dans un entrepôt désaffecté d'Aix-en-Provence, où, selon le Mistral, le hacker, il blanchit de l'argent pour un cartel marseillais. « On ne l'arrête pas, on le détruit », déclare Antoine, ses mots coupants comme du verre. Pour ajouter une tension dramatique, il propose de piéger Lucien en diffusant une fausse information. Un prétendu témoin de son trafic serait prêt à parler. Cette ruse, conçue pour le pousser à se dévoiler, attise la rage de Claire. « Il a sali ton nom, accusé un noir d'être un criminel. Maintenant, on retourne son jeu contre lui », siffle-t-elle. Leur traque commence dans l'ombre. Une nuit, l'équipe infiltre un bar louche du quartier de la Belle de Mai, où des hommes de Lucien recrutent des mercenaires. Déguisé, Antoine s'approche d'un contact, un truand nommé Nico, et, feignant d'être un acheteur d'armes, soutire des informations sur les allées et venues de Lucien. Mais un regard suspicieux de Nico déclenche une bagarre. Antoine, mu par une fureur contenue, neutralise deux hommes avant de s'échapper, laissant un message griffonné sur une table. L'ombre est de retour. Ce défi, destiné à Lucien, fait monter la tension, car le policier, paranoïaque, renforce sa sécurité, rendant l'opération plus périlleuse. Le jour de l'assaut, une pluie battante s'abat sur Aix-en-Provence, transformant les rues en miroirs d'asphalte. L'entrepôt, un squelette de béton envahi par les ronces, est cerné par des hommes armés. Antoine, Claire et Thierry, soutenus par une poignée d'agents loyaux, s'infiltrent par un conduit souterrain, leur cœur battant au rythme de la vengeance. À l'intérieur, Lucien, entouré de caisses d'argent sales, vocifère contre ces hommes, paniqué par les rumeurs du retour d'Antoine. « Ce noir est mort !» hurle-t-il, mais sa voix trahit la peur. Lorsque Antoine surgit, une arme à la main, le silence tombe, lourd comme un couperet. « Tu m'as sous-estimé, Lucien », dit-il, sa voix glaciale, chaque mot chargé de la douleur des mois passés. Lucien, blême, tente de fuir, mais Antoine le plaque au sol, ses poings s'abattant avec une rage libérée. La confrontation est brutale. Lucien, désespéré,
crache des insultes racistes, espérant provoquer Antoine. Tu seras toujours rien, sale race, siffle-t-il, mais ces mots ne font qu'attiser la fureur de son adversaire. Claire et Thierry, neutralisant les gardes, sécurisent les preuves. Documents, enregistrements, tout ce qui incrimine Lucien et son réseau. Mais un imprévu surgit. Un sniper embusqué, payé par le cartel, ouvre le feu, touchant Thierry à l'épaule. La fusillade qui s'ensuit est chaotique, les balles ricochant sur le béton. Antoine, protégeant ses amis, riposte, abattant le tireur dans un éclat de verre brisé. Lucien, profitant du chaos, tente de s'échapper, mais Antoine le rattrape dans une cour extérieure, sous la pluie torrentielle. Leur combat, corps à corps, est une danse de haine et de justice. Chaque coup d'Antoine, porté par la mémoire de l'abîme. Lucien, à terre, supplie. Mais Antoine, le visage trempé, le fixe avec un mépris glacial. « Tu as voulu m'effacer, mais je suis là !» gronde-t-il, menottant le policier déchu. L'équipe, malgré les blessures, sécurise l'entrepôt, saisissant des preuves qui feront tomber non seulement Lucien, mais tout un réseau de corruption gangrénant Marseille. Dans l'ambulance qui emporte Thierry, Claire serre la main d'Antoine, leur colère apaisée par la victoire, mais pas éteinte. « Ce n'est que le début », murmure-t-elle, pensant aux victimes anonymes de l'injustice raciale. Antoine acquiesce, son regard perdu dans la nuit, prêt à poursuivre son combat. Alors que l'entrepôt d'Aix-en-Provence résonne encore du fracas de la capture de Lucien Morel, les rues de Paris s'illuminent sous un ciel chargé de justice imminente. Dans la salle austère du palais de justice, Antoine L'Ombre Dubois se tient face à un tribunal, son regard d'acier fixé sur Lucien, menotté et blême. La colère qu'il a portée à travers les tortures de Madagascar et la chasse à Marseille bouillonne toujours, une rage contre l'injustice raciale qui a failli l'anéantir. Chaque mot qu'il prononce est une arme, chaque vérité un coup porté pour toutes les victimes de la haine. Cette audience n'est pas seulement un procès, c'est un cri de révolte contre un système qui a trop longtemps fermé les yeux sur des hommes comme Lucien. Sous les boiseries solennelles, Antoine témoigne avec une force implacable, détaillant l'embuscade, les insultes racistes, la prison clandestine. « Cet homme m'a ciblé pour ma peau », déclare-t-il, sa voix vibrant de fureur contenue, faisant frémir l'assemblée. Lucien, acculé, tente de nier, mais les preuves, enregistrements, documents saisis, le condamnent. Le procureur révèle un scandale. Lucien dirigeait un réseau de flics corrompus, ciblant les minorités pour les briser. La salle explose d'indignation, des cris fusant des bancs du public. Lucien, condamné à perpétuité, s'effondre, son arrogance pulvérisée. Antoine, impassible, sent une justice amère. La victoire est là, mais les cicatrices demeurent. Pour sceller ce triomphe, Antoine retourne à Madagascar, invitant Amara et Idriss à Lyon. Dans un café de la presqu'île, il leur offre une nouvelle vie, finançant leurs études et un logement. Amara, émue, accepte, et une romance naît, scellée par un mariage sous les oliviers de Provence. Leur fils, Émile, grandit dans un mas ensoleillé, symbole d'un avenir arraché à la haine. Antoine, apaisé mais vigilant, sait que son combat contre l'injustice raciale continue, porté par une rage transformée en espoir.